je me présente. Moi, je suis Emmanuelle Bastide, journaliste à RFI. Et j'anime de temps en temps des conférences pour la section ID4D pour l'AFD avec beaucoup de plaisir, parce que les sujets sont tous aussi passionnants les uns que les autres. Et donc, je vais essayer de faciliter vos échanges pour ce débat sur la microfinance comme outil de financement de l'habitat pour des populations qualifiées de vulnérables, ou en tout cas qui n'ont pas accès au crédit bancaire classique parce qu'elles sont trop modestes et donc jugées à risque par les banques. Alors, c'est vrai que c'est un sujet pointu. On ne va pas faire un débat sur l'habitat en général, hein, on est bien d'accord, mais bien la microfinance appliquée au financement de l'habitat. C'est un débat qui est maintenant récurrent dans l'agenda du développement, avec un historique fourni. Il y a déjà pas mal de réalisations concrètes qui vont nourrir les discussions entre nos intervenants et puis vous dans la salle. Et je vous précise que le débat est organisé par le Club de la Microfinance Paris, qui est donc co-organisateur de cette conférence. Alors, dans un premier temps, on va laisser la parole à nos intervenants. Et puis en deuxième partie, donc dans la deuxième heure, on débat avec vous, on fait circuler le micro. Et puis, bien sûr, vous réagissez aux propos des intervenants et vous les questionner. Voilà. Toutes ces discussions sont filmées, vidéo sur le site du blog ID4D en ligne vendredi pour tout revoir, et synthèse écrite dans quelques semaines. Voilà. Et puis la conférence est en même temps live tweetée #ID4DLT. Alors je vous présente nos intervenants. Tout d'abord, Isadora Bigourdan de l'AFD, François Perrault, directeur du programme Logement abordable chez Lafarge. Vous êtes économiste, spécialiste des clients à bas revenus. Nelly Defoe, qui est en visioconférence de Nairobi, que vous voyez, qui est chef du service investissement et produits innovants chez Shelter Afrique, qui est une organisation à statut bancaire et qui regroupe 44 pays africains. Et enfin, Ghislain Auger, vous appartenez, Ghislain Auger, au cabinet de conseil canadien Développement international des jardins, DID. Vous êtes de passage à Paris, on a de la chance de vous avoir. Et vous êtes un des rares opérateurs de microfinance spécialisés dans l'habitat, même si vous n'êtes pas spécialisé que dans l'habitat. Voilà. Alors, je vais d'abord laisser la parole à l'AFD, Isadora Bigourdan. Peut-être d'abord que vous nous présentiez, grosso modo, les besoins logements à l'échelle mondiale à l'heure actuelle pour ces populations-là. Merci beaucoup, Emmanuel. Bonjour à tous. Alors, la question de l'habitat, avant d'aborder la question des besoins, pourquoi est-ce que l'habitat est un sujet de développement fondamental et central, à la fois au niveau de l'individu, mais aussi au niveau d'un État et d'une économie? Alors, au niveau individuel, disposer d'un habitat salubre et décent permet à la fois de répondre à des besoins physiologiques, ce qui améliore de manière substantielle les conditions de vie des populations, et leur permet de mettre à l'abri, donc de leur apporter une sécurité matérielle et physique, à la fois pour eux et pour leurs proches. Ça permet aussi de remplir un besoin très intime d'accomplissement de soi, puisque chacun aspire quelque part à devenir propriétaire de son logement, et en tout cas à avoir cette sécurité-là. Donc ça peut être vécu vraiment comme un accomplissement personnel et une amélioration de l'estime de soi. Ça répond aussi à un besoin social de s'inscrire dans une communauté, de se sédentariser et donc de pouvoir se projeter plus facilement dans l'avenir pour soi, pour ses proches, en disposant d'un lieu sûr et sédentaire. Ça permet aussi d'améliorer la situation économique des ménages, puisque d'un côté, ça vous permet de disposer d'un patrimoine, donc d'un actif à valoriser, mais ça peut aussi vous permettre d'améliorer vos revenus si, dans un processus de construction par étapes, vous pouvez, grâce à une pièce en plus, la mettre en location et améliorer vos revenus, ou alors exercer une activité économique dans une pièce que vous auriez construite adjacente à votre logement. Au niveau national, ça permet également d'assurer un développement économique. D'abord, ça permet de stabiliser les populations. Donc c'est plus facile, quelque part, de définir les politiques publiques quand les populations sont stabilisées.
Et c'est un vecteur évident de richesse économique et un vivier d'emploi très important, puisque le secteur de la construction représente une part non négligeable du PIB dans les pays développés. Alors, c'est un sujet de développement fondamental et il y a une vraie urgence aujourd'hui à traiter ce sujet-là, puisque si on en croit les dernières estimations de UN Habitat, c'est en 2030, donc dans 15 ans, 3 milliards de personnes qui seront confrontées à un problème d'habitat insalubre, c'est-à-dire à peu près 40% de la population. Et ça signifie que pour répondre à ce besoin-là, il faudrait pouvoir construire à peu près 96 000 maisons par jour, à l'échelle de la planète, et que ces maisons-là doivent évidemment être connectées à tous les réseaux. Donc ça représente un investissement très lourd que le dernier rapport du McKinsey Global Institute évalue à peu près à 16 000 milliards de dollars. Donc un investissement de 16 000 milliards de dollars pour les 15 prochaines années, ce qui est 4 fois le budget américain à peu près. Et de manière assez grossière, un investissement de 15 000 dollars américains par ménage. Ce rapport a aussi estimé la capacité de la puissance publique à répondre à ce besoin d'investissement. Et juste pour vous donner une échelle, en fait, l'investissement nécessaire sera couvert à hauteur de moins d'un cinquième par l'investissement public. Donc ça veut dire que concrètement, il faut que les initiatives privées soient valorisées et que l'investissement privé s'empare de ce problème de logement insalubre et de comment améliorer les conditions d'habitat des populations. Ce qui m'amène à la microfinance. La microfinance peut être un outil de financement de l'amélioration de l'habitat et de l'accession par étape à la propriété, pour plusieurs raisons. La première, c'est que le secteur bancaire traditionnel, je voulais juste vous projeter une pyramide si c'est possible. Oui, si on peut voir la pyramide, ça serait bien. Sinon, c'est pas grave du tout. Mais c'était juste parce qu'elle est assez visuelle. Aujourd'hui, le marché bancaire dédié au financement de l'habitat est très résiduel, notamment dans nos pays d'intervention, pour plusieurs raisons que je ne peux pas développer ici, mais on pourra en reparler si vous voulez. Par exemple, en Afrique, on considère que c'est moins de 3% de la population qui a accès à un crédit auprès d'une banque pour financer son habitat. Parallèlement, en bas de la pyramide, vous avez les populations qui sont pauvres, très pauvres, qui, elles, bénéficient de programmes subventionnés, comme on a pu le voir en Afrique du Sud avec le programme de maisons gratuites, où les maisons étaient données à des ménages qui répondaient à des critères de revenus. Ce qui veut dire que, en fait, toute la partie en vert clair et en vert au-dessus, toute cette partie-là, ce sont des ménages qui n'ont pas de solution de financement pour leur projet habitat, pour améliorer leurs conditions d'habitat. Donc concrètement, l'impact pour elles, c'est que très souvent, elles ont recours au marché locatif, ce qui peut fonctionner quand il y en a un. Mais quand le marché locatif est précaire ou inexistant, ça pose un problème. Et en plus, ça a un effet pour elles de renchérir le coût de leur habitat, puisque tout le monde doit vivre quelque part. Et donc, quand vous vivez dans un logement insalubre, vous avez à la fois des problèmes énergétiques, le coût de maintenance de votre logement est plus élevé, et donc cette part la part de la dépense habitat dans le revenu de vos ménages est plus élevée que pour d'autres. Donc ça ne fait qu'accroître la pauvreté, finalement. Exactement, voilà. C'est-à-dire que ça a un effet où vous avez du mal à sortir de cette spirale-là, puisque vous ne trouvez pas de solution pour améliorer vos conditions de vie. Et donc pour la microfinance, c'est un vrai sujet parce qu'il y a plusieurs outils qui se développent. Donc on voit des micro-mortgages, des crédits à l'habitat, l'amélioration de l'habitat. Enfin, il y a toute une panoplie d'outils financiers qui se développent. Parce que ces clients-là sont les clients naturels de la microfinance, parce qu'il faut connaître les besoins, les attentes des populations, que souvent ces populations ont besoin de financement revolving de montants, de petits montants, qu'elles n'ont pas forcément des titres fonciers. Donc c'est vraiment, en termes d'ingénierie, ce que c'est faire la microfinance. Et il y a un vrai potentiel de marché. Donc ce qu'on constate, c'est qu'il y a beaucoup d'initiatives qui se développent. Et ce qui est intéressant, c'est que même en France, le Crédit municipal de Paris a développé avec la Banque Postale et les caisses d'épargne d'Île-de-France un produit de microcrédit habitat qui est d'un montant de 10 000 euros et qui, en fait, permet à des ménages modestes, donc qui sont propriétaires de leur logement, mais qui donc ne sont pas dans le parc social, mais qui sont propriétaires de leur logement,
de faire des travaux d'amélioration. Donc on est bien sur de l'amélioration, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a, même dans nos géographies, ressenti le besoin de développer des produits de microcrédit pour servir ces populations-là. Alors justement, je voudrais qu'on donne la parole à François Perrault, chez le cimentier Lafarge, finalement. Vous avez choisi de monter des programmes de construction après des constatations, avant que vous nous expliquiez comment vous procédez, en quoi consistent les programmes. Finalement, quelle a été un peu la genèse de la réflexion pour que Lafarge s'intéresse à ce problème-là ? Bonsoir. C'est vrai que ça peut être surprenant de trouver un cimentier qui s'occupe de microfinance. Oui, c'est surtout pas très connu. Alors, pas très connu. Ça progresse. Mais le pourquoi, en fait, on s'y intéressait, ça remonte, en fait, il y a 8 ans. La première fois qu'on a regardé le sujet, c'était en Indonésie, où après le tsunami, beaucoup de maisons ont été reconstruites par les ONG. Et une des questions qui m'avait été posée à l'époque, où je travaillais à la direction de la stratégie à Paris, c'était qu'est-ce que le bas de la pyramide veut dire pour nous ? Et du coup, pour nous renseigner sur qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, comment est-ce qu'on peut arriver à développer un projet avec les personnes à faible revenu, je suis allé voir en Indonésie, qui n'était pas le terrain le plus facile pour regarder, mais c'était celui qu'on m'avait proposé. Donc je suis allé voir à Banda Aceh, qu'est-ce qu'on pouvait faire pour toutes ces personnes qui avaient reçu des maisons des ONG après le tsunami et qui avaient certainement des besoins. Et ce dont on s'est rendu compte, c'est que certes, elles avaient des maisons qui avaient été reconstruites et en général plutôt bien après le tsunami. Quand même, 120 000 maisons reconstruites à Banda Aceh, c'est la première fois dans l'histoire qu'on reconstruit autant de maisons sur une zone. Et les besoins que les populations exprimaient, c'était, j'en ai interviewé un petit millier, c'était on a besoin d'agrandir les maisons que l'on a reçues des ONG. Parce que 4 ans après le tsunami, 2007, la famille s'est agrandie, elle s'est reconstituée, on a un nouvel enfant, etc. Donc il y a besoin d'une pièce en plus. Donc en fait, c'est là qu'on a vu, il y a besoin d'une pièce en plus. Alors on continuait les questionnaires, et en fait, ce dont on se rendait compte, c'est qu'en leur posant des questions sur pourquoi vous ne construisez pas la pièce en plus ? Alors vous avez le terrain, vous avez etc. Vous avez un petit revenu à chaque mois. Ce qui ressortait, c'était on ne peut pas emprunter auprès des banques classiques et les banques de microfinance ne veulent pas nous prêter pour du logement. Et donc du coup, ce qu'on s'est mis à faire, c'est travailler avec une ONG qui était CARE pour arriver à créer un produit de microcrédit et ainsi, avec certaines banques de microfinance partenaires à Banda Aceh, d'avoir un premier crédit qui a très bien marché et du coup qui nous a donné l'envie de faire ça sur plus de pays. Donc ça, c'était il y a 8 ans. Aujourd'hui, on en fait plus d'1 millier par mois à travers une trentaine de banques de microfinance partenaires dans une dizaine de pays. Au total, on en est à 12 000 microcrédits, 12 000 maisons qui ont été agrandies. Et puis tout autour de cette démarche en fait, de microfinance est venu s'ajouter d'autres aspects et a permis de créer, il y a 4 ans, ce qu'on appelle le programme de logement abordable de Lafarge, qui vise 2 choses, qui vise à développer des nouveaux marchés pour Lafarge, donc à générer des résultats positifs à finalité rentable, et également de créer un impact social en permettant d'améliorer les conditions de logement. Et on a désormais des programmes sur une vingtaine de pays, avec pas mal d'endroits où on travaille en forte collaboration avec l'AFD. Et on verra tout à l'heure comment vous accompagnez aussi les populations dans la construction. On va donner la parole à Nelly Defaux, à Nairobi. Nelly, j'aimerais que vous nous expliquiez, la microfinance pour l'habitat, c'est quand même un nouveau produit financier assez innovant. Pourquoi, comment ça fonctionne ? Alors oui, en fait, on sait, un peu comme l'a dit Isadora, 75% de la nation minimum sont vraiment dans le secteur informel. Donc, on s'est vraiment posé la question comment on fait pour pouvoir adresser leurs besoins. Donc, vraiment, on a mis en place, je dirais, 3 produits principaux là d'aujourd'hui. Alors, vous m'entendez ? On ne vous entend pas bien. Est-ce que vous pouvez approcher le micro ? Parce qu'en fait, ça résonne autour de vous. Vous êtes dans une grande salle. Il faut mettre le micro tout près de vous. C'est mieux ? Oui, très bien. Allez-y. Voilà.
Donc oui, je disais que pour nous, en fait, on adressait la question avec 3 produits principaux. Le premier, c'était vraiment de mettre en place des lignes de financement à des institutions ou intermédiaires financiers qui, elles, en fait, prêtent aux individus, salariés souvent de la fonction publique à faible revenu, petits entrepreneurs du secteur informel, pour donc principalement l'acquisition de terrain, pour la construction incrémentale ou progressive, et puis ou alors pour l'acquisition de logements. Donc ces prêts typiquement, c'est de 3 à 7 ans, dépendamment du pouvoir d'achat. On vous entend pas, Nelly. Ah, ça, je ne sais pas pourquoi. Pouvez-vous tenir le micro devant votre bouche? Ah, ça va être compliqué là. Là, c'est mieux? Non. Non? Okay. Et là? Encore plus près? Plus près? C'est mieux? Allez-y. Ok, donc je disais en fait que nous on est sur le marché pour le secteur de la microfinance. Donc je disais que le premier c'est généralement des lignes de crédit attribuées à des institutions de microfinance, donc des financiers réglementés ou pas, qui elles en fait offrent des prêts, des micro-prêts à des individus, salariés souvent de la fonction publique à faible revenu, petits entrepreneurs du secteur informel, ce qu'on appelle généralement les commerçants ici chez nous, pour l'acquisition, la construction progressive ou l'amélioration de leur logement. Donc c'est très spécifiquement de 2 ans à 5 ans, et dont le taux varie par pays. Donc en Afrique de l'Est par exemple, il y a entre 18 et 25% par an, au Nigeria en moyenne 30%, dans la zone CEMAC et UEMOA 10 à 15%. Et puis dans les pays un peu extrêmes comme le Zimbabwe, on parle de 73% par an. Donc des taux nettement supérieurs au secteur bancaire conventionnel. Le second produit généralement qu'on a aussi mis en place, c'est des prêts directs à des promoteurs immobiliers. Ayant mis en place des produits spécifiques attractifs aux populations donc vulnérables, après le revenu. On a un cas spécifique au Sénégal avec un promoteur appelé Cibel Invest, donc qui ont mis en place des logements avec un crédit bail en fait, donc qui donne la possibilité à ces secteurs informels d'acheter le logement. Ils vont vivre dedans pendant quelques temps, donc généralement jusqu'à 5 ans, et ils ont l'option d'achat à partir de la 5e année. Donc malheureusement, ce promoteur n'a pas eu au financement des banques locales. Donc il a fait appel à nous. Et donc nous l'avons financé. On est avec ce projet depuis pratiquement 3 ans. Donc ça en fait c'est des produits innovants qu'on essaie d'encourager de plus en plus sur le marché pour pouvoir adresser les besoins de ces populations. Le dernier modèle en fait qui est très maintenant répandu de l'Est, de plus en plus chez moi en particulier en Afrique centrale, c'est des prêts en fait avec des coopératives. C'est-à-dire des groupes d'individus organisés de par leur métier. Donc par exemple au Kenya on travaille avec des coopératives d'enseignants, des travailleurs agricoles, ou même des intervenants du secteur médical. Donc généralement ces membres des coopératives cotisent régulièrement et avec cette épargne en fait achètent des dépôts et constituent des dépôts requis pour la construction des maisons à construire. Donc ils viennent nous voir pour nous financer cette construction. Et généralement, c'est un modèle que nous trouvons en fait de plus en plus développé dans la région, parce que quelque part le risque commercial n'existe plus, vu qu'on a identifié avant la construction, on connaît déjà en fait qui va acheter.
Donc, je dirais que ce modèle, maintenant, même les banques conventionnelles commencent de plus en plus à rentrer dans le secteur. Donc, voilà typiquement le type de produits que nous développons donc, sur les 25 pays où nous sommes actifs aujourd'hui et que nous voulons, je dirais, développer beaucoup plus que c'est le cas aujourd'hui. Donc, vous organisez des programmes de microfinance, notamment pour des populations, bon, des enseignants qui ont de petits revenus, mais également des travailleurs agricoles. Ça veut dire que vous prêtez aussi à des populations qui travaillent dans le secteur informel. Ah oui, oui, en fait, on essaie de travailler de plus en plus avec des gens qui veulent vraiment adresser le secteur informel parce que, bon, les salariés, c'est toujours, même de la fonction publique, oui, ils ont des revenus faibles, et effectivement, ils n'ont pas nécessairement accès au financement, mais comme l'a dit Isadora avant, et comme je confirme, on parle quand même de 75% de la population qui est dans le secteur formel. Donc, c'est ce marché-là, je pense, qui nous intéresse de plus en plus. Donc, nous privilégions vraiment les promoteurs immobiliers ainsi que les institutions et intermédiaires financiers qui sont capables et qui ont envie de travailler avec les populations. Ghislain Auger du cabinet canadien DID International. J'aimerais que vous nous expliquiez un petit peu, vous, de votre côté, comment vous fonctionnez, quel est votre retour d'expérience sur le comportement d'un portefeuille de crédit à l'habitat, etc. Conseil classique depuis maintenant pratiquement 40 ans. Mais aussi, depuis quelques années, on investit et on opère des petites IMF, surtout en Afrique de l'Est. Et on va maintenant en ouvrir une en Tunisie. Donc, à titre aussi d'investisseurs, opérateurs, on teste nos produits sur le terrain. Alors, ce qu'on fait avec ces petites institutions financières, c'est des centres financiers aux entreprises qui s'adressent directement à la classe moyenne inférieure, des petits commerçants qui travaillent dans l'informel. Alors, on travaille avec des boutiquiers, avec des coiffeuses, avec tout le secteur économique et pour leurs besoins d'entreprise. Et la nécessité de venir faire du financement hypothécaire, immobilier, est venue avec les besoins de ces gens-là. C'est-à-dire que les gens, quand ils avaient des projets immobiliers, mais faisaient des ponctions importantes dans leur fonds de roulement pour entreprendre des travaux. Et ça déstabilisait les entreprises. Alors, les gestionnaires, à l'époque, ont décidé d'offrir un produit de financement pour les entrepreneurs pour séparer les choses, c'est-à-dire financer adéquatement l'habitat et tout en laissant les fonds nécessaires pour l'exploitation de l'entreprise et son roulement naturel. Alors, le portefeuille immobilier, je lisais dans le préambule que les banquiers trouvaient que le portefeuille immobilier était volatile et risqué. Les banquiers étant ce qu'ils sont, c'est vrai pour le financement agricole, c'est vrai pour toutes les autres sortes de financement. Ce qui fait qu'un marché est volatile et risqué, en grande partie, c'est la méconnaissance de ce marché. Alors, les premières choses à faire, c'est vraiment faire une bonne cartographie du marché, bien connaître le segment, non seulement le marché, mais le segment dans lequel on veut investir. Et quand c'est bien fait, c'est bien géré, les comportements au niveau du portefeuille immobilier sont quand même très intéressants. Donc, les taux de perte sont beaucoup moindres que pour les projets en entreprise, de l'ordre de 3 fois moindres quand ils sont bien gérés. Et donc, les taux. Et c'est très, très intéressant aussi pour les institutions financières parce que le crédit habitat est plus important et aussi a une durée qui est plus longue dans le temps. Alors, une institution financière va rentabiliser ses comptes en augmentant son solde moyen de crédit par compte. Alors, donc, le crédit hypothécaire un crédit hypothécaire, pardon, c'est un lapsus, un crédit immobilier
est vraiment un produit très, très intéressant au niveau de la rentabilisation des entreprises, de financement des centres financiers. Vous nous le disiez, le crédit, la microfinance appliquée à l'habitat, ça veut dire qu'il faut bien connaître le marché, mais il y a évidemment l'accompagnement des populations. On va en parler avec vous, Isadora, et puis avec aussi le programme des ciments Lafarge. Comment ça fonctionne avec les programmes qui sont financés, appuyés par l'AFD? Comment vous procédez finalement et qu'est-ce que vous observez pour que le programme fonctionne et qu'il y ait une adéquation entre ce qui est proposé et les besoins des populations? Alors, en fait, pour rebondir sur ce que disait Ghislain, la partie connaissance du marché est vraiment quelque chose de très important. Et c'est aussi pour ça qu'on travaille bien avec les institutions de microfinance qui connaissent très bien leurs clients. Et surtout en matière d'habitat, parce que l'habitat, c'est très intime. Et les populations dont on parle ont une idée très précise de ce qu'elles veulent, dans quel endroit elles veulent vivre, comment est-ce qu'elles veulent vivre. Et on l'a vu dans plusieurs pays où des programmes ont été développés, en Angola ou ailleurs, où on a construit des logements pour ces populations-là. Et ça a été des échecs. Les immeubles sont restés vides parce que les gens avaient une façon de vivre et d'habiter leur lieu de vie qui était très intime et particulière. Donc ça, c'est vraiment très important. Ce qu'on a vu dans les différents programmes qu'on a pu soutenir, accompagner, c'est que ces populations-là avaient vraiment un souhait de construire par étapes leur logement. Ce qu'elles nous disaient souvent, c'est que c'est pas la destination qui compte, c'est le voyage. Et que si ça doit prendre 10 ans ou 15 ans pour construire sa maison, ça fait aussi partie du plaisir, c'est-à-dire d'acheter un terrain, d'y aller en famille, de rêver sur la maison, puis de construire des murs, enfin voilà. Donc c'est pas avoir une maison finie n'est pas forcément l'objectif. Mais du coup, ça veut dire qu'il faut pouvoir prêter sur 10 ou 15 ans ? Non, en fait, justement, c'était mon point d'après, c'est qu'il y a aussi quelque chose que c'est par étapes. Donc en fait, elles voient ça dans le temps, étape par étape, et elles souhaitent vraiment garder la maîtrise du projet. Pour illustrer ça, il y avait un promoteur donc, qui avait décidé de livrer des maisons au Kenya, et qui donc livrait des maisons finies, donc avec l'isolation, avec la peinture, enfin voilà. Et ils se sont rendus compte que les premiers habitants enlever l'isolation, enlever la peinture, en fait, souhaitaient avoir des murs bruts pour pouvoir eux-mêmes ensuite ajouter l'isolation de la toiture, enfin, parce que ça faisait partie de l'accomplissement et que c'était pas leur maison si on leur donnait une maison clé en main, en fait. Il fallait qu'ils puissent être acteurs de ça. Et ensuite, autre chose qui était de ne pas s'engager sur des durées trop longues, parce que nous, en fait, on pensait qu'en offrant des crédits plus long terme, ça permettait de faire baisser les mensualités et que tout le monde serait content. Mais en fait, pas du tout, parce qu'avec la structure de dépenses de ces ménages-là, il n'y a rien de plus angoissant que de s'engager sur des années quand vos revenus sont irréguliers et que vous avez une gestion court terme de votre patrimoine, en fait. Donc finalement, on s'est rendu compte de ça. Et une autre chose aussi qui était très intéressante, c'est qu'en matière d'habitat, en fait, comme vous l'avez vu dans la pyramide, il y a quand même toute une partie de la population qui n'est pas servie. Et donc, ces gens-là se sont organisés, parce que l'habitat, il faut bien vivre quelque part, une fois de plus. Donc, il y a beaucoup d'initiatives du terrain qui existent de manière totalement informelle, un peu anarchique, on va dire, mais qui fonctionnent. Et souvent, en fait, ce qu'on essaye de faire, nous, c'est d'accompagner ces initiatives-là et de les formaliser, de les professionnaliser, de les rendre viables du point de vue de l'institution de microfinance et aussi la plus pertinente possible pour les ménages. Par exemple, dans le bidonville de Kibera, au Kenya, à Nairobi, on a accompagné, avec Shelter Afrique d'ailleurs, une institution de microfinance qui, en fait, est venue accompagner l'initiative d'une communauté, en fait, des ménages du bidonville s'organisent en communauté pour construire des maisons par étapes. Et ils savent très bien s'organiser entre eux pour pouvoir épargner. Donc, chacun doit épargner en fonction de ses capacités. Mais il faut vraiment participer à l'effort commun. Et ensuite, il y a un système d'attribution en fonction de critères de vulnérabilité, d'âge, de charges de famille, etc. Et puis, l'institution de microfinance, finalement, elle est venue apporter un financement adapté à ce qui existait déjà, en fait. Donc, il y avait juste besoin d'un financement, mais tout le reste était déjà structuré, en fait, le suivi, l'adaptation et tout ça.
Donc ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'il faut être vraiment proche des besoins, parce qu'on peut passer complètement à côté. Et on s'en est rendu compte d'ailleurs avec Lafarge sur un projet Nigeria, où il y a une maison qui s'appelle le Face Me, I Face You au Nigeria, qui est typiquement nigériane. Et c'était une attente de ces populations qu'on les aide à financer ce type de maison-là. C'est-à-dire avec une petite cour commune, c'est ça ? En fait, c'est un bâtiment collectif. J'ai un peu peur parce que Lafarge sur les aspects techniques, mais bon. Schématiquement, en fait, c'est un bâtiment collectif dans lequel vous avez une seule entrée pour des raisons de sécurité, et vous avez un couloir central qui dessert des pièces avec au fond donc tous les sanitaires, la cuisine, etc. Et c'est très adapté à ces familles-là parce que en fait, toute la famille vit là, donc chacun a une pièce finalement, partage les pièces collectives, donc les fenêtres sont très hauts, enfin c'est très précis aussi pour des raisons de sécurité. Et puis si tout va bien, vous vous étalez dans la maison, et puis si votre situation patrimoniale se dégrade, vous vous serrez dans 3 pièces et vous louez le reste. Enfin, donc c'est vraiment un mode, une conception de logement collectif quelque part qui est propre au Nigeria. Ouais. Et donc en fait, et adapté aux besoins quotidiens des familles. Voilà, exactement. Quand vous dites l'AFD accompagne, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Vous apportez du cash Oui, en fait, on va apporter une assistance financière sur la structuration du produit, parce que comme en fait, le produit Habitat, c'est vraiment un produit particulier. Donc, on apporte l'ingénierie financière pour modéliser le produit. Donc là, vous parlez de conseil. Là, c'est du conseil, c'est du renforcement de capacité, en fait. Ouais. Et on apporte aussi du cash pour pouvoir amorcer la production de prêts. Ouais. Alors justement, je voudrais que François Perrault nous explique très concrètement comment vous accompagnez les populations. On va peut-être prendre des exemples finalement concrets de populations qui ont besoin soit de s'agrandir, soit d'emprunter pour construire une maison. Qu'est-ce que vous proposez, où et comment ? Pour continuer sur l'exemple nigérian que citait Isadora, en fait, ce qu'on fait dans ce pays, comme dans les autres pays où on intervient, c'est qu'en fait, on crée des équipes spéciales qu'on appelle les assistants techniques, qui vont aller visiter les emprunteurs de microcrédit un par un pour préparer des plans de maison et des devis matériaux. Et les plans de maison, en fait, on les a conçus de telle façon à ce que les maisons soient modulables. C'est-à-dire que vous arrivez avec un catalogue, un peu catalogue, comme en France, là, les maisons Bouygues. En quelque sorte, sauf que là on est sur des maisons qui sont plus petites et qui sont pensées pour pouvoir être agrandies soit horizontalement avec une pièce en plus, une cuisine, une chambre, une salle de bain, ou verticalement avec un deuxième étage. Mais ce qui est important, c'est que dès le départ, dès le premier microcrédit qui sera pris pour construire la première pièce, tout le reste, tous les autres modules ont été pensés pour qu'ensuite l'extension se fasse de façon plus facile et surtout de qualité, de façon sûre. Parce qu'en fait, le risque, c'est que ces pièces soient additionnées les unes aux autres sans que les aspects structurels de la maison aient été pensés pour ça. Donc du coup, on a cette assistance technique que l'on apporte gratuitement aux emprunteurs à une condition, c'est qu'en fait, les matériaux qui sont achetés pour construire soient achetés auprès des revendeurs qu'on a identifiés. Revendeurs de matériaux qui vendent du ciment, des clous, des vis, la peinture. Et c'est là, en fait, qu'on trouve notre intérêt commercial. Mais alors, attendez, avant qu'on parle de votre intérêt commercial, juste la famille qui emprunte, elle reçoit du cash ou elle a juste un crédit chez le fournisseur de matériaux ? C'est là, en fait, que le modèle est intéressant et qu'on essaie de pousser le plus possible. C'est qu'en fait, la famille reçoit des matériaux qu'elle va chercher chez le revendeur de matériaux. Du coup, tous les risques, sauf une partie qui est liée au coût de la main-d'œuvre, qui là doit être payé en argent. Mais sinon, le reste des matériaux est livré en nature, ce qui permet d'éviter tous les risques que la microfinance a connus d'un détournement en fait de l'usage du microcrédit pour autre chose. Pour payer le mariage ou la dot d'une fille, par exemple. Là, ils reçoivent des matériaux pour pouvoir construire et ensuite, durant la phase de construction, en plus des fiches techniques qu'on leur remet pour pouvoir savoir comment bien préparer le béton, etc., ils ont l'accompagnement de ces techniciens qu'on a mis en place, qui fait qu'au Nigeria, on a une dizaine de personnes dédiées à ce sujet, pareil aux Philippines, pareil en Zambie, etc. Il y a des différences ensuite d'un programme à l'autre, des difficultés différentes liées aux différences de pays ou pas ? Dans la mise en œuvre, dans l'accompagnement ? C'est lié non seulement aux différences de pays, mais à l'intérieur même d'un pays, aux différences en termes de problématiques urbaines. C'est-à-dire que quand vous construisez
en banlieue de Lagos, ça ressemble très fortement à la banlieue de Manille. Par contre, quand vous êtes dans Manille, c'est complètement différent par rapport à la banlieue, parce que vous ne pouvez pas construire horizontalement, vous devez monter en hauteur. Donc du coup, les microcrédits sont plus petits, avec de notre part une intervention pour vérifier que les fondations ont été bien faites, faire ce qu'on appelle du rétrofitting si on se rend compte que il faut reprendre un peu les colonnes parce qu'autrement le second étage ne va pas être bien appuyé sur les fondations, etc. etc. Donc oui, en fonction des pays, mais surtout des problématiques urbaines que l'on rencontre. Alors, qu'est-ce que vous avez à gagner, vous, dans l'histoire? Parce que vous ne vous appelez pas la FD, vous appelez les Ciments Lafarge, donc entreprise à but lucratif. Alors, le modèle sur lequel on travaille, c'est que le microcrédit et le taux d'intérêt, ce n'est pas du tout la partie sur laquelle on se rémunère. Nous, ce qu'on regarde, en fait, c'est que l'argent qui est utilisé pour construire soit dépensé chez des revendeurs de matériaux où notre ciment est produit. Le ciment représente une petite partie, au final, du microcrédit. Donc, on gagne un peu d'argent par, en fait, le ciment qui est acheté avec ces microcrédits. Mais encore plus important pour nous, c'est le fait que ce microcrédit est dépensé chez des revendeurs chez qui nous sommes présents. Et de cette façon, en fait, on montre à ces revendeurs que Lafarge, c'est plus que l'entreprise qui fournit les ciments, c'est l'entreprise qui leur amène des nouveaux clients, qui en plus ont déjà payé quand ils viennent récupérer les matériaux. Et donc du coup, on devient leur fournisseur privilégié et ainsi on cherche à pousser notre présence commerciale chez ces revendeurs associés. Donc vous fabriquez aussi d'une certaine manière une clientèle captive? Alors, il reste toujours la concurrence, ne vous inquiétez pas. Mais par contre, c'est sûr qu'on a une image. Quand un petit revendeur au coin de la rue, vous lui amenez 5 microcrédits ou 10 microcrédits, vous lui amenez $10 000, par exemple, de business additionnel, vous lui changez son mois. Et ça, il nous en sera reconnaissant en continuant d'acheter chez vous et en étant fidèle. Quels sont les retours des populations? Que vous disent-elles avant qu'on ne parle des taux de recouvrement? Ce que nous, on regarde, c'est, quand on leur pose la question, c'est la qualité de la maison. C'est-à-dire, est-ce qu'elles sont contentes de la maison qu'elles ont construite? Et ce qu'on voit, donc oui, la réponse est oui, mais ça, c'est sympa. Enfin, en général, quand vous posez des questions, vous êtes sympa, on a plutôt tendance à vous répondre oui. Donc on regarde au-delà de ça pour voir vraiment la profondeur d'impact, en quoi on a changé quelque chose ou pas pour ces gens-là. Et là où on voit en fait un impact significatif, c'est sur la qualité du bâti. Ça ne saute pas aux yeux forcément, mais quand vous regardez les colonnes, les poteaux qui sont utilisés pour pouvoir construire des maisons dans le bidonville de Manille où on intervient, les colonnes sont de bonne taille, ce qui fait que lorsque le deuxième étage est construit, il est fait de bonne qualité, etc. Et ça, en fait, on a tout un tas d'indicateurs qui nous montrent que la maison va être de meilleure qualité. Mais en dehors du fait que ces populations, évidemment, elles vous disent merci parce qu'elles ont, dans un programme comme celui-là, elles ont accès à du cash auquel elles n'auraient pas accès s'il n'y avait pas un programme de microfinance associé à votre programme. Mais en dehors de ça, est-ce que cette maison que la famille s'est construite, est-ce qu'elle est d'un meilleur rapport qualité-prix? Est-ce qu'elle a coûté moins cher proportionnellement que celle du voisin qui s'est débrouillé tout seul en empruntant à la famille? Ça, c'est un point important, c'est-à-dire que lorsqu'on est capable de dessiner la maison avec les populations, du coup, on va pouvoir leur proposer en fait des solutions de construction alternatives auxquelles elles n'auraient pas forcément pensé parce qu'elles voudraient juste copier la maison du voisin et qui en fait vont leur permettre d'économiser sur le coût de la construction. Pour vous donner un exemple, on a inventé en fait un nouveau type de brique, un nouveau type de ciment qui permet de fabriquer une brique qui n'a pas besoin d'être cuite. Donc ça ressemble à une brique de terre cuite traditionnelle comme on en voit partout y compris à Toulouse d'où je viens, mais celle-là, elle n'est pas cuite, ce qui permet d'économiser sur le coût de la cuisson et également d'avoir une vitesse de construction, parce qu'elles s'embriquent les unes dans les autres, plus rapide. Et ça, en fait, on est capable de leur proposer cette solution alternative, de même pour la toiture, on a imaginé d'autres choses, etc. Isadora Bigourdan, en termes de taux de recouvrement, Nelly en a dit un mot, peut-être on va lui redonner la parole après. Est-ce que ces populations-là remboursent bien ? Ce qu'on constate, et peut-être Ghislain aussi pourra en dire un mot, puisque eux, ils ont une gestion de portefeuille depuis un moment, c'est qu'en fait, il y a très peu de défauts sur les portefeuilles de crédit à l'habitat. Alors, c'est lié à plusieurs choses. C'est lié au fait que... oui, il y a une prise de garantie, ce sont des crédits qui sont garantis par un titre foncier ou par des garants du voisinage. Donc il y a peut-être cet aspect-là, mais il y a aussi l'aspect
ces populations remboursent bien parce que si vous faites une analyse de crédit qui est conforme aux capacités d'endettement du ménage, en fait, ce sont des crédits qui ont vocation à être renouvelés, en fait. Donc, en tout cas, ce qu'on constate sur les portefeuilles qu'on a pu suivre, c'est qu'il y a un taux de prêt non performant qui est significativement, et Ghislain disait 3 fois moins, significativement moins élevé que pour des crédits productifs ou même des crédits à la consommation, en fait. Donc c'est une activité qui, une fois de plus, si elle est bien structurée au départ, permet et une fois de plus, les populations vont être sédentarisées. Donc c'est quand même plus simple en termes de suivi de portefeuille. Vous savez où les personnes habitent, vous savez où les localiser. Donc, et puis, l'habitat, il y a une forme de fierté aussi. C'est-à-dire que ne pas rembourser son prêt à l'habitat, vous prenez le risque de ne pas avoir un nouveau crédit, donc de vous retrouver avec une maison avec des murs et pas de toit. Et donc, et puis en plus, il y a une histoire aussi vis-à-vis du voisinage, en fait. Donc ce qu'on constate, c'est que les taux de recouvrement sont plutôt meilleurs que pour les autres activités. Juste, je vais vous donner la parole, Ghislain Auger, mais François Perrault, je me souviens que quand on a préparé un peu ce débat ensemble au téléphone, vous m'avez dit, effectivement, au départ, il faut savoir comment les gens sont solvables. Ils n'ont pas forcément un salaire régulier, s'ils ne sont pas fonctionnaires, s'ils ne sont pas dans l'économie formelle. Comment, finalement, on a la preuve absolue qu'ils vont rembourser? Comment vous faites, vous? Alors, tout ça, c'est le travail de la banque de microfinance. Et c'est pour ça, en fait, qu'on travaille avec des partenaires comme Shelter ou comme l'AFD ou comme DID pour trouver les bons partenaires. Parce que bien sûr que ce n'est pas Lafarge qui va faire ça. Nous, on travaille avec des clients qui nous ont été recommandés par les agences de microfinance comme étant des personnes solvables. Et c'est pour ça qu'on a besoin vraiment de trouver les bonnes agences, les bonnes banques de microfinance. Parce qu'il y a, comme on le sait, il y en a des bonnes, il y en a des moins bonnes. Donc, il faut arriver à trouver les plus professionnels. Mais sur la méthode, comment on fait? On s'assure que les gens sont capables déjà d'épargner? On leur dit rendez-vous dans 6 mois, on voit combien vous avez épargné et on va du coup voir on va calculer comment vous êtes solvable? C'est comme ça que ça se passe? Parce que vous parlez beaucoup de savoir-faire que les banques n'ont pas, que vous avez. Alors, quel est ce savoir-faire-là? En fait, c'est un travail. Le travail de la collecte d'informations dans ces milieux-là, c'est quand même un peu hostile, dans le sens que, pas que les gens ne sont pas gentils, mais c'est qu'il n'y a pas beaucoup de sources d'informations fiables. Donc, c'est beaucoup d'observations sur les prémices, beaucoup de visites d'entreprises. Alors, par exemple, il y a un commerçant, on regarde un peu comment le stock est géré, c'est quoi les historiques au niveau du comportement de l'entreprise. Et aussi, le principal actif d'une entreprise, c'est son gestionnaire. Donc, on qualifie beaucoup la personne. Alors, c'est pratiquement un art, c'est beaucoup de questionnements, beaucoup de vérifications, beaucoup de validations sur le terrain. Mais on a l'impression un peu quand même dans ce que vous décrivez que ça se fait au doigt mouillé. Ça, c'est l'expression qu'on a chez nous. Je ne sais pas si vous avez la même au Canada, au Québec. Oui, je comprends l'expression. Non, en fait, c'est que dans le crédit, et ça fait déjà pratiquement 30 ans que je fais ça, on prête d'abord à une personne avant de prêter une entreprise. Alors, on qualifie tout le temps le gestionnaire, on qualifie tout le temps le caractère de la personne, ses capacités. Et c'est validé par la suite avec l'entreprise. J'ai fait du financement aux entreprises pendant 25 ans et c'est toujours la façon de faire. Généralement, un bon directeur de compte, avec expérience, c'est dans les 15 premières minutes d'une entrevue s'il va prêter ou pas. Le reste de l'analyse, c'est qu'il confirme son jugement. Donc, ce n'est pas nécessairement tiré à pile ou face. C'est vraiment une question d'expérience, c'est vraiment de valider, aller chercher l'information, parce que l'information ne vient pas à vous naturellement. C'est aller chercher l'information et la valider et la mettre dans un format qui, après ça, va pouvoir faire du sens dans une analyse. François Perrault? Un autre point, c'est que bien souvent, les microcrédits logements sont octroyés à des personnes qui sont membres de l'institution de microfinance depuis pas mal d'années, qui ont déjà pris des premiers microcrédits pour du business et qui, du coup, ont un historique positif avec la banque et qui permet d'octroyer le crédit plus facilement.
Ce que je voulais aussi peut-être ajouter, c'est que nous, en tout cas, si je prends le cas concret du Nigeria, mais on a vu ça ailleurs, c'est que souvent aussi le microcrédit habitat, donc comme le disait François, arrive pour des clients réguliers pour qui on a déjà un historique de crédit et donc on connaît leur comportement, parce que la complexité, parfois, c'est qu'on ne s'appuie pas sur les revenus d'une activité, mais c'est bien les revenus du ménage qui vont servir de base à la définition de la capacité d'endettement, puisque ce n'est pas parce que vous habitez dans une maison que vos revenus s'améliorent forcément. Donc il y a aussi cette petite différence avec le crédit productif. Et généralement, ce qu'on essaye de faire aussi, c'est de mettre des agents de crédit expérimentés sur cette activité, parce qu'il faut aussi qu'au sein de l'institution de microfinance, il y ait une motivation en interne pour cette activité. Donc une façon de motiver aussi, c'est d'en faire une promotion pour les agents de crédit, c'est-à-dire que ce sont les agents de crédit les plus expérimentés ou ceux qui ont l'habitude de suivre des clients qui vont s'intéresser à l'habitat et qui vont aller faire des enquêtes de voisinage, suivre ces clients-là. Donc c'est sûr que de toute façon, quand on prend une décision de crédit en microfinance, on constate un actif, mais qui par hypothèse évolue en fait. Donc il y a aussi une décision qu'on prend, une décision de crédit qu'on va prendre. On prend toujours un risque, mais en tout cas, l'idée, c'est de faire travailler des agents expérimentés sur le sujet et puis de commencer par des clients réguliers qu'on connaît bien et ensuite de raisonner par enquête de voisinage. Enfin, ça se passe souvent comme ça. Est-ce que finalement, là, si on arrive un peu à parler des risques de la microfinance, pour les familles, pour les populations, est-ce que les besoins des populations vulnérables sont compatibles avec les attentes de rentabilité que vous avez données des intervenants privés de ce type de montage, Isadora Bigourdan? C'est peut-être plutôt François Perrault, peut-être. Alors, je vais prendre cette question épineuse. Il n'y a pas de problème de rentabilité, c'est pas ça le véritable problème. Le problème, c'est comment ces projets de microfinance sont intégrés dans la stratégie, dans l'activité de l'entreprise localement. Si c'est juste une activité pour faire plaisir, bien sûr que le problème de la rentabilité va se poser. Si ce sont des projets qui permettent véritablement de rentrer dans une logique marketing où ça va développer vos clients, ça va permettre à vos revendeurs de matériaux de grandir leur business, etc. Là, vous changez de logique et là, la rentabilité n'est plus le problème. C'est vraiment un outil de développement de votre clientèle pour une entreprise comme la vôtre. Un marchepied, quoi, finalement, d'une certaine façon. D'accord. Les limites, peut-être aussi... Non, peut-être d'abord le risque de reproduire des... On l'a beaucoup dit, le microcrédit, ça a été très critiqué. Est-ce qu'il y a là un risque de reproduire des schémas de type subprime avec des produits financiers? Bon, ça n'a pas l'air d'être des produits financiers ultra complexes, mais en tout cas mal réglementés, offerts à des populations qui n'ont pas très bien lu le contrat, qui n'ont pas bien compris, etc. Isadora Bigourdan. Si, oui. Donc, il y a ce risque-là. Alors, il y a d'abord le risque pour les institutions avec lesquelles on travaille, parce que pour elles, comme on l'a évoqué à plusieurs reprises, c'est un changement de paradigme, c'est une nouvelle activité pour une institution de microfinance. Donc, ce sont souvent des crédits avec des maturités plus longues, d'un montant plus élevé, avec des prises de garantie, parfois des garanties foncières, donc elles ne sont pas habituées à traiter ce genre de choses. Donc, il y a par exemple, souvent, il y a beaucoup d'institutions de microfinance qui ont une méthodologie de crédit pour du crédit collectif. Or là, c'est du crédit à l'habitat, donc c'est du crédit individuel. Donc ça change beaucoup de choses, ne serait-ce que dans le suivi de votre portefeuille, parce que vous n'avez qu'un emprunteur plutôt d'avoir un groupe d'emprunteurs solidaires. Donc ça peut changer les choses. Au Nigeria, ce qu'on a fait avec l'APO, c'est qu'on a travaillé avec eux vraiment, on a modélisé le produit. Donc, on a regardé concrètement quels étaient les surcoûts, quels étaient les risques, etc. On a rédigé avec eux toutes les procédures et on les a accompagnés. Notamment, ce qui a été un point compliqué, ça a été justement le suivi des risques de portefeuille et notamment mettre en place des réactions graduées en cas de défaut, parce que ce n'était pas du tout naturel pour eux d'avoir un emprunteur qui fait défaut et comment graduellement j'essaye de recouvrer mon prêt. Donc ça, c'était un sujet. Donc c'est vrai que quand on fait de l'habitat, il faut choisir des partenaires solides
qui sont bien dotés en fonds propres, qui n'ont pas de problème et qui ont une gouvernance qui est engagée dans le projet Habitat, parce que ça va demander en termes d'organisation un investissement très lourd. Et donc, il faut vraiment que ce soit au niveau top management, il y ait une implication au sein de l'institution pour que le produit puisse fonctionner. Au niveau des clients, il y a aussi un risque qu'elles ne comprennent pas toujours ce à quoi elles s'engagent, et notamment quand le titre foncier est mis en garantie, ça veut dire que potentiellement, si vous ne remboursez pas votre crédit, vous perdez votre maison quand même. Donc, ce qui est très important et ce qu'on essaye de mettre en place, c'est de l'éducation financière auprès des populations. Donc, c'est systématique avec un stage obligatoire pour leur expliquer ce que ça veut dire, concrètement à quoi elles s'engagent, essayer de les suivre, donc les inviter à des groupes d'emprunteurs réguliers, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un remboursement, leur rappeler et essayer de les accompagner au mieux pour que tout le monde comprenne bien ce qui s'est fait. Et il y a aussi quelque chose qui est très précieux, et c'est aussi pour ça qu'on travaille avec la Farge et avec d'autres assistants techniques à la construction, parce que le risque aussi pour les populations avec le microcrédit Habitat, c'est la qualité du bâti. Pour le ménage, c'est quand même un investissement très lourd. Et donc, si vous investissez dans votre logement pour finalement avoir un logement qui périclite au bout de 10 ans, vous avez investi pour rien, en fait. Donc, on essaye aussi de systématiquement intégrer cette dimension-là pour... Vous donniez l'exemple du Nigeria. François Perrault, Lafarge, donc vous avez un programme au Nigeria avec une banque de microfinance. En un an, c'est un programme qui a financé combien, 900 emprunteurs, c'est ça à peu près ? Là, on vient de franchir la barre un peu symbolique des 1000 maisons construites avec la peau, oui, au Nigeria. Mais bon, on est dans le pays le plus peuplé d'Afrique, et cette banque-là, en l'occurrence, a combien de clients ? Elle a entre 900 000 clients à peu près, quelque chose comme ça, 1 million quasiment. Ouais. C'est ça. Donc on voit bien que c'est tout petit encore. La microfinance pour financer de l'habitat dans un programme de ce type. C'est sûr que d'arriver à passer à l'échelle, c'est le défi. C'est le défi. Mais il faut également se rendre compte que sans l'AFD et sans Lafarge, il y a 2 ans, au Nigeria, il n'y avait pas un seul microcrédit pour le logement, et que désormais, il y a un gouvernement qui travaille à créer un véhicule spécial pour pouvoir financer du microcrédit logement au Nigeria. Donc tout ça fait effet boule de neige. Il faut espérer que ça permette de servir plus de familles au Nigeria. Quand vous dites c'est le défi, là, quels sont les freins ? Qu'est-ce qui vous bloque pour changer d'échelle ? Je vais vous en donner un, mais j'imagine que tout le monde en a en tête. Il y en a un, c'est qu'il faut faire savoir que la microfinance logement, ça peut marcher, qu'il faut former les banques à ça. Et c'est pour ça qu'en fait, on a créé l'an dernier, avec la Banque mondiale, un programme qu'on a appelé l'école itinérante de la microfinance logement, pour former des banques de microfinance. Et c'était d'ailleurs au Kenya avec Nelly qui participait et qui présentait, pour les former à créer un produit de microfinance logement, comment apporter l'assistance technique, comment trouver auprès de l'AFD et d'autres partenaires des sources de refinancement, etc., etc. Il y a besoin de faire savoir et de former les banques à ce sujet. Nelly Defaux, vous êtes toujours avec nous. Rapprochez bien le micro de vous. On n'a pas encore parlé finalement des bailleurs publics. Vous êtes sur plusieurs programmes. Je sais qu'il y a un projet phare au Rwanda qui est de construire 3000 logements à Kigali. On nous dit que le pays se développe merveilleusement bien. Que font les États pour accompagner la microfinance, les programmes de microfinance pour financer les logements des plus vulnérables? Que font les bailleurs publics pour accompagner avec des infrastructures, etc., etc. Écoutez, pas grand-chose. Pas grand-chose. Et malheureusement, ce n'est pas nécessairement leur faute. Ce que je pense que j'avais expliqué quand on parlait, c'est vraiment que malheureusement, en Afrique, les États ont peu de moyens, ils ont beaucoup de priorités. Donc, vous allez voir n'importe quel pays, que ce soit le Rwanda, le Kenya, le Cameroun, ils ont un budget chaque année et on leur dit, bon voilà, vous avez, si je prends grossièrement 100 $, et vous avez 3 secteurs clés, l'éducation, les infrastructures, la santé. Et en fait, donc maintenant, il y a les élections qui arrivent. Donc, en général, en temps normal, ils vont prendre la santé, et puis
des élections. Et le jour où les élections arrivent, voilà, c'est pas important. Donc l'habitat devient privé. Donc vraiment, comme je vous dis, c'est pas une approche systématique qui pour la plupart des pays. Donc maintenant, il y a les élections. Donc François parlait du Nigeria. Avec l'arrivée de leur ministre des Finances, par exemple, qui est un ex de la Banque mondiale, ils utilisent vraiment l'habitat comme étant le prix numéro 2, dont les investissements ont été énormes depuis les 15 années. Ils ont développé la capacité des moteurs, mais par exemple au Cameroun, on en est très loin. Donc vraiment, en général, je pense qu'il y a la volonté, mais il n'y a pas nécessairement, c'est pas vraiment suivi de moyens. Donc de façon générale, je dirais que les pouvoirs publics sont vraiment pas présents. Là où on les attend beaucoup, et oui, ils sont toujours vraiment pas présents, c'est aussi la mise en place des infrastructures. Ils sont supposés apporter de l'eau, apporter l'électricité, vraiment ce qu'on appelle des besoins basiques au niveau des sites, par exemple, de construction. On a énormément de difficultés à les convaincre de faire. Ils promettent beaucoup, mais ils ne livrent vraiment pas. Donc pour moi, vraiment, c'est le constat, c'est que les pouvoirs publics, ils peuvent avoir la volonté, mais il n'y a vraiment pas la capacité ni les moyens financiers pour accompagner cela. Derrière des grands programmes d'éducation, de santé, par exemple. Hein. Est-ce que vous m'avez entendu, Nelly? Je disais parce que c'est pas une priorité, en fait, c'est bien ça. Si on reprend l'exemple du Kenya, 8% de croissance depuis 10 ans, il y a du cash, il y a des réserves financières, tout le monde dit réussite extraordinaire du Rwanda, pardon, je voulais dire le Rwanda, hein, je ne sais pas si ma langue a fourché. Alors comment se fait-il que vos 3000 logements là, à Kigali, pour l'instant, vous avez du mal à démarrer ce programme-là, faute d'engagement des bailleurs publics au Rwanda, à Kigali? Pour vous donner un exemple très concret, donc on a rencontré la ville de Kigali, donc il y avait un terrain d'environ 60 hectares, ok. Donc on leur a dit bon on va prendre le terrain qui est votre apport et vous allez nous aider à apporter les infrastructures sur le terrain. Donc la négociation a commencé en on est en 2015, en 2012. 2 ans plus tard en fait, on n'a toujours rien sur le papier quoi. Donc il y a comme je dis beaucoup de volonté, mais vraiment quand on commence à parler d'argent. Et d'argent d'avance, si possible, ça vient pas quoi. Donc je ne peux m'expliquer que de ça que par le fait que pour eux ils ont notre priorité. Dans la pensée, oui, c'est important que les gens aient du logement, mais ils voudraient en fait que le secteur privé prenne tout en charge. Ce qui n'est pas possible, parce que si nous on arrive et on construit les maisons en mettant en place nous-mêmes les infrastructures, les maisons qu'on pouvait faire à $20 000 équivalent par exemple pour les gens à revenus faibles, ils nous reviennent à 50 000. Donc c'est un débat et une éducation qu'on doit faire de façon très continue et une négociation très féroce qu'on est obligé de tenir, je dirais, sur de très longue durée. Donc pour le cas du Rwanda par exemple, on est enfin arrivé, là je reviens de mission de Kigali, on est enfin arrivé à un accord où ils nous ont dit on va mettre de l'eau, on va mettre un point de connexion d'eau et on va mettre un point de connexion d'électricité sur le site. Donc pour nous, c'est vraiment une victoire. Mais ça nous a pris 2 ans, quoi. Ah oui. D'accord. Merci, c'est un très bon exemple. Hein. Merci beaucoup, Nelly Defoe. On va peut-être donner la parole à la salle, à moins que... Moi, j'ai une question, évidemment, mais je vais prendre vos réactions, mais pour accélérer le changement d'échelle, etc. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un besoin en réglementation? Je ne sais pas, Isadora Bigourdan, là-dessus, puisqu'on parlait des pouvoirs publics. Vous avez des précisions à nous apporter là-dessus? Des pouvoirs publics, c'est encadrer aussi l'activité microfinance habitat. C'est aussi, ça participe du développement du produit et du fait que les investisseurs puissent aller financer les institutions de microfinance, qui a quand même un problème de financement, hein, de refinancement. Il faut apporter du financement en monnaie locale. Peut-être que Ghislain voudra en dire un mot, mais il y a cet aspect refinancement plus long terme pour les institutions de microfinance. Et quand on parle de micro-mortgage, qui est quelque chose qui est très à la mode en ce moment, qui en fait est pour
c'est moins de l'amélioration de l'habitat que de l'acquisition d'une maison comme Rafiki au Kenya qui a développé un portefeuille. Donc c'est entre la microfinance, c'est pas du crédit hypothécaire parce qu'il n'y a pas d'hypothèque classique, mais c'est quelque chose d'un produit financier un peu hybride. En fait, si on prend le Nigeria, par exemple, qui a une politique en ce moment qui refait complètement sa politique de l'habitat et qui a intégré dans sa réglementation microfinance une réglementation spécifique pour l'habitat. Donc avec des règles prudentielles, qu'est-ce que c'est qu'un crédit à l'habitat, comment un microcrédit habitat, comment ça se gère. Pour protéger l'emprunteur ? C'est surtout pour protéger l'institution de microfinance, en lui imposant des ratios prudentiels en définissant des critères, notamment une maturité inférieure à 24 mois, enfin bon, des règles, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais même donc cette législation qui prend en compte l'outil microcrédit habitat et qui le traite, dans les reportings que les IMF font, les institutions de microfinance font à la Banque centrale, il n'y a pas d'onglet microcrédit habitat. Donc, par exemple, dans la répartition du portefeuille, vous avez les crédits consommation qui sortent, les crédits festival loans, etc. Mais même ça, en fait, donc il y a une réglementation qui existe, mais dans la mise en œuvre de la réglementation, dans les outils, on suit quand même plus ou moins l'habitat. Donc, en fait, même, c'est évidemment très important qu'il y ait une réglementation, mais c'est encore plus important qu'elle soit appliquée et applicable. Et en matière de microcrédit habitat, en fait, c'est vrai que c'est le microcrédit habitat, il y a les microcrédits pour l'amélioration, il y a ceux qui permettent d'acquérir une maison. Enfin, on est vraiment entre... C'est finalement, on met là-dedans tout ce qui n'est pas crédit bancaire classique, en fait. Donc, la variété est assez large. Et jusqu'à présent, les réglementations traitent assez peu, en fait, de ce sujet-là, en segmentant ces prêts-là. Voilà. D'accord, allez-y, Ghislain, et ensuite on va passer la parole dans la salle. Pour la mise en échelle, il y a, comme Isadora le disait, un important problème de capitalisation. Il faut faire en sorte de capitaliser la croissance de ce crédit-là, aller chercher le capital qui est présentement en Afrique, qui souvent va ailleurs qu'en Afrique pour être investi, mais il faut aller chercher ce capital-là, il faut aller vraiment, parce que le coût du capital correspond à presque la moitié du coût total d'intérêt. Alors, quand on convertit en monnaie locale, après ça, quand on rémunère le capital, ben c'est extrêmement cher. Et dans la même vague aussi, pour faire une meilleure mise en échelle, ben ce serait aussi de réduire les coûts. Réduire les coûts du financement, bien sûr, réduire les coûts de la construction comme telle, en professionnalisant le secteur de la construction. On utilise, et François le disait tout à l'heure, on utilise souvent les techniques artisanales qu'on connaît bien, mais il y a des meilleures techniques qui existent. Il y a des produits maintenant beaucoup plus performants. Quand on parle de conception de maison, par exemple, dans lequel la ventilation naturelle pourrait être mise de l'avant beaucoup plus que la climatisation. Et le dernier enjeu, ce serait la formation. La formation, comme disait le François, la formation de la capacité des institutions financières et spécialiser ce secteur-là, que ce secteur-là devienne un secteur en soi, une spécialité, et dans lequel on garde les meilleurs employés et on les forme adéquatement.